Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 31e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'IA pour Geosciences. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ingénieur Guéap Ambani Augustin Sèche, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'UGM en Minganga, spécialisé en géostatistique. Alors, dans le cadre de cette vidéo aujourd'hui, nous allons principalement insister sur l'ingénierie des caractéristiques. L'ingénierie des caractéristiques pour l'application dans les domaines des géosciences. Donc, alors, c'est quoi l'ingénierie des caractéristiques? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi est-ce que cela renvoie et comment est-ce que cela peut être utile en ce qui concerne les données géoscientifiques? Quels sont les différents cas dans lesquels on peut faire intervenir l'ingénierie des caractéristiques? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Principalement, l'ingénierie des caractéristiques fait allusion à l'ensemble des méthodes, ou alors l'ensemble des méthodes qui permettent d'effectuer une transformation des données en vue de les ramener à des paramètres ou alors à des caractéristiques exploitables par les modèles de machine learning, des modèles interprétés, des caractéristiques exploitables ou alors des caractéristiques plus spécifiques à des modèles de machine learning. Donc aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur dans l'ingénierie des caractéristiques et nous allons essayer d'effectuer un code en fonction des différents cas sur les différents paramètres qui peuvent être utiles pour l'ingénierie des caractéristiques pour les applications dans les géosciences. Alors, sans plus tarder, let's go. L'ingénierie des caractéristiques est un processus essentiel pour la création des modèles de machine learning. Donc, dans le contexte des géosciences, cela implique de transformer les données brutes en caractéristiques plus significatives et utiles pour améliorer les performances d'un modèle. Donc ici, présentement, nous allons donc présenter un petit guide que vous pouvez appliquer dans le cadre de l'ingénierie des caractéristiques si jamais vous souhaitez implémenter une méthode ou alors un modèle de machine learning en particulier. Donc la définition déjà, c'est comme nous l'avons dit, l'ingénierie des caractéristiques est tout simplement un processus de création d'une nouvelle variable à partir des données brutes pour améliorer les performances d'un modèle de machine learning. L'importance, comment est-ce que on peut caractériser l'importance de cette méthode ou alors de ces différents processus? Donc, dans les domaines des géosciences principalement, les données peuvent être très complexes. Du moins, les données peuvent être très complexes et multidimensionnelles. L'ingénierie des caractéristiques permet de capturer les informations pertinentes et de les simplifier, et de simplifier par la même occasion les relations entre les variables. Les différents types de caractéristiques. Nous avons les caractéristiques numériques. Donc pour celles-là sont les valeurs continues telles que les températures, les profondeurs, les concentrations d'un élément chimique. Nous avons les caractéristiques catégorielles. Et là-bas nous avons les variables discrètes comme les types de roches, la classification du sol et la région géographique. Donc les méthodes d'ingénierie des caractéristiques. Nous avons la normalisation et la standardisation. Alors, pourquoi est-ce qu'on effectue une normalisation et une standardisation? On ne va jamais cesser de le dire ici sur cette page. C'est capital d'effectuer soit une normalisation, soit une standardisation parce que cela nous permet de faire une mise à l'échelle. Cela nous permet d'effectuer une mise à l'échelle, de ramener les données que nous avons qui ont différentes grandeurs en une même échelle. Donc, tout simplement, pourquoi? Comme je viens de le dire, parce que les modèles de machine learning fonctionnent mieux lorsque les données sont sous une échelle comparable. Cela est dû au fait que les variables ayant des échelles différentes peuvent dominer la fonction coût. Et si cela domine la fonction coût, ça veut tout simplement dire que ça va biaiser le modèle obtenu. Par exemple, dans une régression linéaire, une caractéristique ayant une échelle beaucoup plus grande peut avoir un effet disproportionné sur les modèles par rapport à une caractéristique ayant une échelle plus faible. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ces techniques les techniques comme la normalisation et la standardisation? Nous avons dit que la normalisation est une technique qui permet de mettre en valeur des données, de mettre des valeurs, des variables de données entre l'intervalle 0 et 1. Donc, cela est utile lorsque vous souhaitez, vous voulez que les caractéristiques soient sur la même échelle relative. La standardisation, quant à elle, a pour but de mettre les données sous la forme du fait que l'ensemble des données, la moyenne soit égale à 0 et leur récursive soit égale à 1. Donc, on va essayer d'implémenter cela, la normalisation et la standardisation. Ici, on va créer
on va importer la base de données scikit-learn processing. Et on va utiliser la fonction standard scaler et minmax scaler. Le minmax scaler, comme nous l'avons dit sur la vidéo hier, c'est la fonction qui permet d'effectuer la normalisation. Quand on parle de normalisation, il s'agit principalement de minmax scaler. Le standard scaler aussi, nous allons créer une base de données tout simplement de température, de débit, de concentration. Afficher ce résultat ici tel que vous pouvez le revoir. Ensuite, nous allons effectuer une normalisation min-max scaler et nous allons effectuer une standardisation et afficher le résultat obtenu par la normalisation et la standardisation. Et donc là, vous voyez, après au départ, nous avions ceci et après transformation, on se retrouve donc à obtenir ça, ceci, en fonction de savoir si vous avez effectué une normalisation ou une standardisation. Alors, la transformation des données en jeu scientifique, principalement pour effectuer une transformation de données, qui est une étape aussi toujours dans l'ingénierie des caractéristiques. Pour effectuer une transformation de données logarithmiques, on utilise généralement des tests d'abord. On effectue d'abord un test d'asymétrie comme le squeakiness. Donc, lorsque les données sont fortement asymétriques, une transformation logarithmique peut être possible en fait. Cela est fréquent dans les données géoscientifiques, où certaines mesures peuvent avoir une distribution log normale donnée à grande échelle. Si les données couvrent une large gamme de valeurs, la transformation logarithmique peut aider à compresser cette gamme facilement ainsi que de modéliser la réduction de l'influence des valeurs extrêmes. Les valeurs extrêmes peuvent avoir un impact disproportionné sur les modèles de machine learning. La transformation logarithmique peut réduire en effet ces valeurs élevées. On l'a déjà vu hier, donc je reviens juste dessus. Donc les conditions d'utilisation généralement pour la transformation logarithmique, elles sont appliquées lorsque les données sont d'abord positives. Ça veut dire que si vous avez une base de données qui a des éléments négatifs à l'intérieur, vous ne pouvez pas appliquer une transformation logarithmique. C'est la première des choses à vérifier. Et aussi, lorsque vous examinez la distribution des données, il faut essayer de vérifier le squeakiness, c'est-à-dire le coefficient d'asymétrie. Si les données sont asymétriques, alors avec une longue queue à droite, une transformation logarithmique peut être appropriée. Quand on dit longue queue à droite ici, il s'agit soit d'une asymétrie négative, soit d'une asymétrie positive, du moins à droite ou à gauche. Alors ici, on va essayer d'implémenter ce cas. On va créer un data frame de concentration et à l'intérieur, nous allons faire quoi? Nous allons tout simplement effectuer d'abord le premier texte pour voir si effectivement il y a des valeurs positives. S'il y a des valeurs positives, s'il y a des valeurs négatives dans notre base de données, on va effectuer 1 plus 1 parce que les valeurs sont assez petites. Donc on suppose que si on ajoute plus 1 ici, on va résoudre le problème. S'il n'y a aucune valeur négative, alors rien n'est modifié. Donc là, on se rend compte qu'il n'y a aucune valeur négative, donc il n'y a aucune modification qui s'effectue. Après, donc là, on passe à l'application de la transformation logarithmique. On applique une transformation logarithmique et on crée une nouvelle variable qui va porter cette transformation. Et puis, c'est tout. Donc, une fois que c'est fait, on effectue tout simplement une visualisation de ces paramètres-là, des résultats obtenus avant et après transformation sur notre graphe. Donc là, voilà en fait ce qu'on obtient avant et après transformation avec le log. Vous savez que lorsqu'on effectue un log, on va quitter de l'intervalle 0 à 5 à moins 0,5 à 1,5 effectivement. Donc là maintenant je vais essayer d'appliquer une méthode d'imputation avec des variables catégorielles que nous avons vu hier, principalement la one hot encoding, qui avait pour objectif spécifique tout simplement de pouvoir être capable de récupérer les différentes modalités d'une variable et de les transformer en variable. Donc chacune des modalités devient une variable. Donc là nous allons créer une nouvelle colonne type roche appelée basalte de granit avec des modalités de basalte, granit, grès et schiste. Et puis nous allons effectuer un encodage avec la méthode one hot encoding. Une fois la transformation effectuée sur les différentes variables catégorielles, on va stocker ça dans une nouvelle variable et puis on va afficher le résultat. Vous voyez, nous avions 1, 2, 3, 4. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Chacune a été transformée en variable en variable numérique principalement. Donc voilà l'un des principaux atouts de cette méthode. Maintenant, comme nous l'avions dit dans les vidéos précédentes, l'une des principales difficultés que nous pouvons rencontrer avec cette méthode, c'est parce qu'il peut avoir une explosion de dimensionnalité. Ça veut dire qu'on peut se retrouver à avoir plusieurs dimensions par rapport à ce que nous avions prévu au départ.
Donc, nous avons la création de nouvelles caractéristiques, par exemple. Nous pouvons créer de nouvelles caractéristiques en combinant plusieurs caractéristiques existantes. Par exemple, produire le produit de la profondeur fois la concentration. Donc là, on crée une interaction entre la profondeur et la concentration. On crée une nouvelle variable et puis on la stocke dans un élément. L'extraction des caractéristiques géospatiales. Donc là, on peut ajouter la caractéristique, on peut ajouter la longitude et la latitude dans notre base de données. Et puis on va extraire les caractéristiques géospatiales tout simplement ici. Donc ce que nous pouvons encore effectuer ici, c'est effectuer tout simplement des statistiques classiques en regroupant ou alors en regroupant les différentes données agrégées des colonnes par région, des périodes temporelles, etc. pour extraire des statistiques comme la moyenne, la médiane, le maximum, le minimum. Donc là, une fois que c'est fait, on obtient ce résultat. Et donc, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Nous avons pu voir de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de l'ingénierie des caractéristiques et quelques applications dans le domaine des géosciences. On se retrouve demain pour notre prochaine vidéo. Esco, merci.